Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes content d'être là? Ben, dans une heure, vous serez encore plus content. Alors voilà, vous êtes venu assister à un spectacle qui s'appelle le Conte à Bulles. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Conte à Bulles, c'est un spectacle-jeu tout à fait spécial qui fait travailler, non, vous allez voir, ils jouent ensemble, un conteur qui cette fois-ci est une conteuse, un musicien, et puis il y a un dessinateur qui va dessiner cette histoire, et vous verrez ces dessins sur l'écran au-dessus de moi, parce qu'il y a une caméra au-dessus de la table du dessinateur, vous voyez, et puis il y a une caméra sur le plateau, avec le monsieur qui est gentil, là, qui filme, il y a une caméra au fond de la salle qui filme tout le plateau, et toutes ces images-là sont retravaillées par quelqu'un qui est là-bas et qui va mélanger ces images-là, et vous verrez les images mélangées sur l'écran là-haut, vous verrez, c'est très beau. Donc, je vous ai dit qu'il y a un musicien, c'est un musicien breton qui est spécialiste de la musique folk, comme on dit, enfin, il connaît la musique celtique en général, c'est un grand spécialiste, c'est la musique québécoise, la musique cajun, et je suis sûr qu'il est également très à l'aise dans les musiques d'Europe centrale. C'est Pierrick Lemieux. Pierrick. Alors la conteuse, c'est une comédienne. C'est une comédienne qui est aussi metteur en scène, qui est également cofondatrice d'une troupe théâtrale. Alors vous allez voir, elle amène une note un peu spéciale au Conte à Bulles qu'on n'a pas d'habitude, c'est-à-dire c'est très physique, vous allez voir. C'est une comédienne, j'en dis pas plus. C'est Rosanne Fournier. Puis le dessinateur, vous allez voir, c'est un sacré bonhomme. C'est un très grand artiste. C'est un grand de la BD. C'est un auteur de bande dessinée réputé, mais il est également un très grand illustrateur. Et il est également peintre. Et c'est Guillaume Sorel. Voilà, vous êtes là en excellente compagnie. Je vous souhaite un bon spectacle et à tout à l'heure. Le 18 février 1837, la Pépita appareilla du grand port de Catahualpa au Mexique, chargée à rabord de marchandises, direction l'Europe. La Pépita était un fameux trois-mâts, beau, grand, fin, comme un oiseau hissé haut. Long de 90 mètres, avec une voilure de la taille d'un terrain de foot, avec des mâts, des vergues, des drisses, des haubans, des hunes, des palans, une forêt inextricable dont les gabiers seraient en quelque sorte les singes. Les gabiers, vous savez ce que c'est? Les gabiers sont ces marins qui sont toujours perchés là-haut dans les hauteurs, qui sont des équilibristes, qui ont intérêt à savoir où poser le pied, où poser la main, avoir le sens de l'équilibre, justement. Et ils entretiennent et font la manœuvre des voiles. Et ils ont sûrement ce qu'on appelle le pied marin. Sinon, la Pépita
allait donc mettre près d'un mois pour traverser le golfe du Mexique, la mer des Sargasses et le grand océan Atlantique. Direction l'Europe, comme je l'ai dit. Première escale, Cork, en Irlande, pour y décharger 100 caisses de gunbox. Les Irlandais étaient déjà réputés pour être de bons bagarreurs. Et aussi charger à son tour 1 tonne de pommes de terre destinées à être déchargées plus tard dans le port de Anvers, en Belgique. Parce qu'il faut le dire, c'est à cette époque que les Belges ont commencé à cultiver l'art de la frite. Deuxième escale, la France, la Normandie, Cherbourg, pour y décharger 1 tonne de balouka. Qu'est-ce que le balouka? Vous savez ce que c'est que le balouka? Et pourtant, vous en avez dans votre frigo du balouka. Eh oui, c'est le bois dont on se sert pour conserver le camembert. Vous savez, les petites boîtes en bois, c'est du balouka, c'est si. Et la pépita allait charger à son tour, en Normandie, 150 kilos d'enduit de vire, 10 à 15 tonneaux de cidre et calvados, 100 kilos de tripes à la mode de Caen, et puis une bonne 50aine de kilos de camembert, le bon mayennais que vous connaissez bien. On pouvait aussi y trouver des caisses chargées de chaussures pieds droits pour les unijambistes gauche, les chaussures pieds gauche pour les unijambistes droite, faisant partie du prochain voyage quelques 6 mois plus tard. On trouvait aussi des caisses avec des chapeaux mexicains, évidemment, avec ces grands rebords incurvés, idéal pour récupérer l'eau de pluie, d'après les Hollandais. On trouvait aussi des caisses de castagnettes, venant tout droit des hauts plateaux des Andes, idéal pour attraper les mouches et les moustiques en plein vol. On trouvait aussi dans le ventre du navire des cercueils garnis que les maîtres d'équipage préféraient ignorer, suspicieux comme le sont pour beaucoup les gens de mer. On avait juste dit que ces cercueils contenaient des statues mayas d'une très grande valeur qu'il fallait manipuler avec grande précaution. On y trouvait aussi, évidemment, une quinzaine de tonneaux d'alcool fort, dont 10 étaient destinés au Muséum d'histoire naturelle d'Amsterdam. On devait faire des sacrés fiestas au Muséum d'histoire naturelle d'Amsterdam. La Pépita taillait donc vaillamment sa route avec un équipage de 17 marins, 2 boscos, les maîtres d'équipage, chargés de diriger les marins, et plus un cuisinier, le maître-queux, chargé de nourrir les marins. Très important, la nourriture sur un bateau. On y comptait aussi 2 officiers. Monsieur Ortega, justement chargé de la subsistance, c'est lui qui détenait la clé de la cambuse, qui est l'endroit où on stocke les vivres. Et Monsieur Gomez, chargé de superviser le travail des boscos. Les boscos avaient une tâche très particulière qui démarrait avant même le départ. La nuit, ils se promenaient dans les bouges des ports pour y débusquer et choisir des marins costauds, fortement imbibés d'alcool, auxquels ils faisaient signer un contrat écrit complètement à leur désavantage et les embarquaient illico presto sur le navire. Ces bons hommes, retrouvant quelque peu leur lucidité,
voyait le contrat, c'était trop tard. Le contrat dûment signé, il devait s'y soumettre ou alors passer par-dessus bord. Donc, vous voyez que cet équipage comporte des hommes sans foi ni loi, des voyous et quelquefois des gibiers de potence. Remarquez que le choix entre les deux, entre sauter à l'eau et rester sur un bateau, était une source de nourriture de nos animaux marins à cette époque. Les sirènes, crabes, grands calamars géants et autres bigorneaux. On trouvait aussi sur ce bateau d'autres espèces du monde animal, des poules. À quoi pouvaient bien servir des poules? Pour les œufs, exactement, donc pour manger. On pouvait aussi y trouver le chat de la Cambuse et une vingtaine de rats en début de voyage, ainsi qu'une multitude de tiques, puces et poux grouillant dans ses cheveux hirsutes et ses barbes sauvages. Donc, vous voyez tout ce petit monde. Pour diriger tout cet équipage d'une main forte, d'une poigne sans reproche, il fallait un commandant digne de ce nom, et c'était le capitaine Cholo. Le capitaine Cholo était un homme gros, énorme, qui malgré tout se déplaçait avec une élégance, une grâce, comme celle d'un danseur classique, très étonnant. Il pesait près de 200 kilos et culminait à 2,50 m. Non seulement il avait la taille d'un éléphant moyen, mais de plus, immense comme il était, il devait incliner sa tête sur le pont pour passer sur certaines vergues les plus basses du bateau. Le sommet de son crâne était très étroit et s'élargissait en descendant progressivement à tel point qu'il n'avait pas de cou et qu'on eût dit en le regardant de la ceinture au sommet qu'il avait la silhouette d'un missile. Peut-être, si je fais une autre comparaison peut-être plus proche de votre univers familier, il avait la silhouette d'un suppositoire. Mais d'un grand suppositoire. Il avait le haut du crâne tellement étroit qu'aucun chapelier n'avait pu lui concevoir un chapeau digne de ce nom, si bien qu'il portait un petit bonnet de marbre. Son costume, par contre, était impeccable, impressionnant, d'un bleu profond, soulignant une rangée de boutons dorés ornés de l'encre de marine, une chemise à jabot avec des plis au centimètre près à faire rougir une blanchisseuse, et des culottes de bleu, satin, bleu pâle, qui soulignaient généreusement ces deux jambons, on peut dire. Des bas blancs, toujours impeccables, et chaussaient des souliers noirs vernis avec une petite boucle dorée sur le dessus. Une élégance de pachyderme, certes, mais une élégance tout de même. Ce personnage, malgré son élégance, avait un point fort qui était sa cruauté, son infamie, son injustice. Il criait sur tout ce qui bouge, sur n'importe qui, sur n'importe quoi, souvent soutenu par un porte-voix. Son équipage, qui changeait très régulièrement, supportait mal sa cruauté et son injustice et était souvent tenté par une mutinerie, laquelle était très rapidement et malheureusement noyée
dans le sang et dans la mer. Ah, plouf, un détail qui n'en est pas un. Le capitaine Cholo avait toujours perché sur son épaule un tout petit coq de barbarie. Vif, affectueux et fidèle comme ils le sont tous. Ce petit coq était paré de plumes magnifiques qu'on pouvait voir de loin, des plumes dorées, rouges et bleues, Gallo Fuego, coq de feu en espagnol. Ce charmant gallinacé avait une élégance aussi qui lui appartenait, qu'il était propre. C'est-à-dire qu'il, quand une envie pressante lui venait, il poussait loin son petit derrière dans le vide pour ne pas salir de caca le bel uniforme de son de son capitaine Cholo. Pas mal, non? Gallo Fuego avait un chant digne de barbarie. Personne ne savait d'où venait son maître Cholo. Personne ne connaissait son vrai nom. Mais le mélange de civilisation dont il était le fruit l'avait fait nommer Cholo. Cholo qui veut dire métis en espagnol. Il avait en effet le teint cuivré d'un Indien, les traits généreux d'un Africain et les yeux bleus, clairs, refroidissants des Vikings. Tout ce petit monde allait se retrouver sur la Pépita, sur cet espace resserré, fermé, où quelquefois des humeurs, des contrariétés, des ressentiments, la haine pouvait créer des catastrophes, à moins que les éléments ne s'en mêlent, ou pire, que le ciel, la mer et les hommes unissent leurs forces pour créer des cataclysmes sans nom. Mais n'anticipons pas. Sur la Pépita, tout allait bien, tout se passait merveilleusement bien. Quand la troisième nuit, l'homme de quart, qui est celui qui dirige le bateau, qui tient la barre, la nuit quand tout le monde dort, poussa un cri effrayant. Les officiers, alertés, montèrent sur le pont, les yeux hagards, en tenue nocturne, suivis de Cholo, lui-même en tenue nocturne. C'est à ce moment-là qu'on s'aperçut qu'il portait une jolie chemise de nuit à fleurs avec des plis ici, et aussi bizarre que cela puisse paraître, des oreilles de Mickey. Mais bon, quand tout l'équipage fut rendu sur le pont, Eusebio, l'homme de quart, retrouva ses esprits, se calma et put raconter qu'il avait vu un fantôme sortir de la cale. Les fantômes, ça n'existe pas face des pètes, crie Cholo dans son porte-voix. Puis il asséna à Eusebio un méchant coup de poing.
Et maintenant, tout le monde retourne à son poste. Illico presto, c'est un ordre. Ajouta Galiofuego. Si Cholo avait eu un petit peu plus d'attention, et surtout s'il n'avait pas été dérangé par les cris stridents de Galiofuego, il se serait rendu compte qu'un des marins ne marche pas bien droit. Mais bon. Le lendemain, beau temps, belle mer. Le temps d'une manœuvre, Eusebio voulut vérifier et voulut en avoir le cœur net. Très discrètement, il se glissa dans la cale pour chercher d'où pouvait bien provenir ce fantôme qu'il était sûr d'avoir vu. Il aperçut les caissons des statues mayas. Il en fit le tour, fort intrigué. Il chercha l'étiquette d'expédition qu'il finit par trouver sous un des caissons bien cachés. Et il vit écrit dessus en tout petit « Coffin ». Il se trouve que Eusebio avait travaillé en Amérique, il connaissait bien l'anglais et il put traduire « cercueil ». Eusebio fut pris d'une folie. Il grimpa sur le pont en hurlant comme un damné. 8 cadavres dans la cale! 8 cadavres in la cala! 8 corpses into the hole! Tout le monde se figea. Transporter la mort sur un navire était la pire des choses qui puissent arriver. C'était porté à coup sûr malheur de façon irrémédiable au voyage. Quittant leur manœuvre, les boscos et les matelots se retrouvèrent sur le pont et exigèrent la présence immédiate de Cholo. Le gros Cholo arriva, furieux, en ordonnant que tout le monde retourne à son poste, il est con presto. Personne ne bougea. Silence sur le bateau. Eusebio se permit même de demander à ce qu'on jette les cercueils par-dessus bord. Je suis le seul maître à bord près Dios. Et Cholo se saisit d'Eusebio. Il le prit par les oreilles, le souleva du plancher, puis se saisit de ses cheveux et le souleva en l'air et le fit un tour et 2 tours comme un lasso et 4 et 5 et prit son élan et le jeta par-dessus bord. Ah, plouf, insista Galiofuego. Un des boscos vint au pied du capitaine. Capitaine, sûr que le fantôme vient de cercueil. Mais les fantômes, ça n'existe pas, fesse d'huître. Et il saisit le bosco au collet, le souleva à bout de bras, et au moment même où il allait le jeter par-dessus bord, une réflexion s'interposa entre sa main et sa cervelle. Se débarrasser d'un bosco risquait d'être très périlleux pour le reste du voyage. Finalement, il lui asséna une bien bonne et méchante correction. Et maintenant, tout le monde retourne à son poste, c'est un ordre. Insista Galiofuego.
Pépita naviguait sous un ciel étoilé magnifique. La lune était pleine, on y voyait presque comme en plein jour. Les étoiles scintillaient à la surface de la mer. Quand un cri épouvantable déchira ce tableau d'une quiétude si fragile en pleine mer, Aphanès, un petit marin haut comme 3 pommes, Rabelais avec 2 moustaches rousses, vit sortir 2 fantômes de la cale. Gardant son sang-froid, il se lança à leur poursuite. Les 2 esprits blancs semblaient glisser comme des patineurs sur le pont en faisant des zigzags, très maladroits quand un se cogna, puis sembla perdre l'équilibre et tomba à l'eau. Oh, l'autre disparut dans le château de Cou, à l'avant du bateau. Les officiers, alertés par les cris de Gallo Fuego, arrivèrent, les yeux hagards, contrariés, avec la marque de l'oreiller sur la joue, suivis de Cholo, toujours avec sa jolie chemise de nuit à fleurs et ses 2 coutures ici, avec ses oreilles de Mickey. Il cria à la face d'Aphanès. Dis-moi ce que tu avoues et surtout ne dis pas de bêtises, sinon, plouf, kikiriki. Capitaine, voyez-vous 2 spectres blancs sortir? Ils semblaient voler, sûrs qu'ils venaient de la cale et des cercueils. Oh. Cholo garda son sang-froid. De la vapeur sortait de ses oreilles. J'ai compris ce que ces soi-disant fantômes vont faire dans la cale. Il ordonna à 2 boscos de réunir immédiatement tout l'équipage sur le pont. 10 minutes plus tard, Gabier, maître queue, maître d'équipage, officiers, matelots furent réunis sur le pont. Cholo inspecta son équipage et on s'aperçut tout de suite que un des matelots ne tenait pas bien droit et que de plus, il en manquait un à la pelle. Cholo se mit face à cet homme qui bougeait comme une danseuse. Approchez-toi. Si, toi, vas-y. Approchez-toi de moi. Fais un petit tour pour voir. Le matelot ne savait pas trop s'il devait rire ou pleurer. Il fit un petit trou, comme il le put, sur lui-même, puis... tu ne te prendrais pas pour un fantôme, toi, des fois. Il se mit à sourire, puis des larmes coulèrent sur ses joues. Un malheureux ronc sortit de sa gorge. Et Cholo, toujours gardant son sang-froid, dit « Je comprends tout maintenant. Ne bougez pas. Attendez-moi ici. Monsieur Ortega, accompagnez-moi. » L'officier et le capitaine descendirent dans la cale. Mais ils eurent tôt fait de descendre 5 à 6 marches et qu'ils comprirent très très vite qu'un tonneau un tonneau de rhum avait été mis en Perse. Fou de rage, le gros Cholo remonta les 5-6 marches aussi vite que l'éclair. Il grava, il se saisit du matelot en état d'ébriété, le souleva, puis le lança et le rattrapa, et le lança et le fit une marque, il lança et encore un coup de pied, et le lança. On fit un jonglage, un numéro de jonglage, et ensuite il prit tout son
son élan et le jeta par-dessus bord. Vous voyez ce que c'est que de se servir dans la Cargassonne? Insista Cholo. C'est un crime, c'est grave. Très, très grave. Il en va de la réputation des officiers, del navire et del capitaine. S'il y en revoit un commettre ce crime, je me ferai un immense plaisir de les couper en morceaux vivants. Et chaque petit morceau, je le jetterai à la mer. Ah, plouf! Kikriki! Plouf! Kikriki! Plouf! 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 L'équipage, fatigué, retourna qui dans sa cabine, qui à son poste. Afanès reprit la barre. Puis, un des officiers, profitant que le capitaine refermait la porte de sa cabine sur lui pour dire « Capitaine, permettez-moi, votre seigneurie oblige, mais vous devriez cesser de jeter les hommes par-dessus bord. Oh, combien motivé, mais vous en avez jeté 3, et sur un équipage de 17, 3 hommes de moins, ça risque de poser un problème au moment des manœuvres s'il y a une tempête. Vous voyez ce que je veux dire, capitaine? Très intelligent. Je comprends. L'œil de Cholo se mit à briller et ses lèvres supérieures à friser. La prochaine fois, c'est les officiers que je jetterai à la mer. Buenas noches. Et la Pépita continuait son voyage sous un ciel étoilé magnifique. Mais dans la tête desséchée des marins, un joli petit serpent de Rome, un ruisseau de Rome commençait à serpenter. Le sommeil avait du mal à venir, et quand enfin un matelot pouvait s'endormir, ses rêves l'emportaient dans des contrées de sirop de canne à sucre de Rome, des verres de sirop de Rome, des bouteilles de verre de canne à sucre de sirop sucré, et des tonneaux de bouteilles de verre sucré de Rome, des citernes de tonneaux de verre sucre, bouteilles de sirop, des geysers de tonneaux citernes de verre sucré de Rome, de sirop au parfum très particulier. Arrivé au milieu de l'océan, le rêve de Rome devint une obsession. Le travail s'en ressentait,
Les hommes travaillaient d'une telle lenteur, tant les yeux et la langue se tendaient vers l'écoutille qui fermait à double tour la cale. Cholo avait bien repéré cette dégradation. En effet, le navire avançait beaucoup moins vite qu'au tout début du voyage. Il n'en comprenait pas la raison, bien qu'il se demandait si la réflexion de l'officier n'était pas en train de se justifier, d'autant que le capitaine avait jeté 2 autres hommes par-dessus bord. À peine 2 semaines et demie de voyage, 5 hommes passés par-dessus bord, un équipage réduit à presque rien, en plus complètement ivre et au bord de la mutinerie, quand le temps se mit de la partie. La mer devint forte, très forte. Le vent poussait les voiles, les gonflait au maximum, tirait sur les drisses et les haubans. Et cette Pépita, ce fameux navire, long, beau comme un oiseau, hissé haut, devint le jouet de l'océan. Elle se coucha à bâbord, qui veut dire à gauche, puis à tribord, qui est à... Et en fournant la proue, qui est le nez du bateau, complètement noyée, se soulevait, puis retombait dans le creux de la vague, dans un fracas étourdissant. On eût dit que la coque du bateau allait se briser à chaque vague. L'équipage, réduit à 2 petites poignées de main, s'efforçait de faire en sorte que le bateau ne se retourne pas. On décidait d'affaler les voiles, c'est-à-dire de les plier aux vergues et aux mâts pour éviter la prise au vent. Et c'est ainsi que la Pépita se laissa porter comme une coquille de noix par une mer en furie, portes et écoutilles soigneusement fermées. Malgré cette attention, dans tout ce cirque, un gabier avait glissé sur une vergue détrempée et était tombé à l'eau. Un autre avait raté sa prise, perdit l'équilibre et tomba sur le pont, se rompit le cou. 2 hommes de moins, un équipage réduit à, si les comptes sont bons, 10 hommes, 2 boscos, 1 maître-queux. L'avenir n'était pas brillant. D'autant que Cholo et les 2 officiers sentaient que le roulis appliqué par la mer au bateau était fortement amplifié. Ce qui voulait dire que la cargaison était peut-être désarrimée et que ainsi, détachée de ses liens, la cargaison glissait de bâbord à... Une véritable catastrophe se préparait en cale. Hélas, on ne pouvait rien faire tant que la tempête dirigeait le bateau. Cette fameuse tempête dura 3 jours et 2 nuits, puis s'arrêta d'un coup, comme par miracle. Les hommes, fatigués, eurent droit à quelques heures de repos exceptionnel. Mais la Pépita présentait une gîte fortement, sérieusement à bâbord. Voyez, dans son état normal, le bateau est droit comme ceci.
quand il y agite, il bascule, soit à bâbord, soit à tribord. Et là, la Pépita présentait une gîte sérieusement dangereuse et qui confirmait les craintes des officiers et de Tcholo. Il allait falloir basculer, déplacer, réparer, refixer la cargaison dans la cale. Dans la cale. Et ce qui veut dire qu'il allait falloir commander aux hommes de l'équipage d'y descendre. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans la cale? Alors, y a-t-il vraiment des fantômes? Il y a des tonneaux, dont un a été mis en Perse, et duquel se déverse quoi? Du rhum. Ces vapeurs de rhum risquaient de donner des idées fortement aromatisées aux hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas le choix. L'équipage descendit dans la cale. Et l'odeur fortement sucrée, violemment ambrée du rhum les affola. Comme des guêpes sur un pot de miel, tous les hommes d'équipage se jetèrent sur le tonneau qu'ils renversèrent sous leur poids. Le tonneau déversa en effet le reste de rhum dans toute la cale. Les hommes buvèrent à pleine main, la paire, aspirèrent, sniffèrent le rhum, se roulèrent dedans, jusqu'à en être totalement sous comme des bourriques. Tcholo et les officiers les menacèrent de couteaux et de leurs pistolets, mais rien n'y fit. Des coups de feu détentirent dans la cale dans un bruit assourdissant. Les matelots, les yeux exorbités, rouges, hilars, se retournèrent contre Tcholo et les deux officiers. Fort surpris, et les matelots sautèrent de toute leur force sur les trois commandants. Une bousculade violente se fit dans la cale, très très violent, et les matelots se saisirent des trois commandants, et de Tcholo, il y en avait 10 sur Tcholo. Ils les emprisonnèrent de leurs bras, de leurs muscles, ils les mordèrent. Ils les grimpèrent sur le pont tant bien que mal, et arrivés sur le bord du bateau, ils les balancèrent dans la flotte comme de vulgaires sacs de détritus. Dernière sommation du petit animal à plumes avant le bain forcé. Et voilà la Pépita. Cargaison désarrimée, des hommes ivres morts. À son bord, les quelques-uns qui étaient à peu près lucides décidèrent de jeter par-dessus bord la source de leur malheur. Les 8 cercueils furent balancés, et ce ne fut pas une mince affaire, tant les cercueils étaient lourds et que les matelots étaient engourdis par leur ivresse. Et voilà la Pépita, à 200 000 de sa première escale Corse. Tout petit point, sans commandement, tout petit point au milieu d'une immensité bleue, grand moment de solitude pour la Pépita, et puis d'allégresse et d'ivresse, ouverte à tout vent,
à toute tempête, cataclysme. Ce qui arriva 3 jours plus tard, la mer devint hargneuse, méchante. Elle se cogna contre la coque du bateau, poussa la Pépita. Le vent se mit à tournoyer autour des voiles et déchirèrent la Pépita. Le pont fut lavé et débordé par une lame, 2 lames, 3 lames. La mer s'engouffrait dans les portes, par les portes et les écoutilles restaient négligemment ouvertes. La Pépita se bascula, le grand mât se cassa en 2, puis s'affala sur le pont qui l'explosa en 1000 morceaux. Des corps inertes s'en échappèrent et le reste de la cargaison. La Pépita, ce si beau bateau fin, long, grand, comme un oiseau hissé haut, coula à pic très rapidement et disparut dans les profondeurs de l'océan. Des oreilles de Mickey voguaient au soleil couchant. L'histoire ne s'arrête pas là. Un matin, très tôt, au lever du soleil, sur la côte de mon petit pays, un pêcheur rentrait chez lui, très fatigué. Grande campagne de pêche derrière lui. Et, sur la grève, il tomba nez à nez, si je puis dire, avec un tonneau presque aussi grand que lui. Il en fit le tour. Une épave, le reste d'un naufrage que la mer avait dû déposer là pendant la nuit. Il vit un petit bouchon qui fermait encore miraculeusement le tonneau. Il le tira et un liquide brun et odorant se mit à couler. C'est pas vrai. Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Du rhum! Eh oui, lui qui n'en avait jamais bu. Il en avait 100 de litres sous les yeux. Un miracle! Il fallait prévenir les habitants du village. Non, sans en avoir un peu goûté. Et c'est ainsi que Novice, le malheureux pêcheur, rentra à 4 pattes sur la place du village, en chantant une chanson aux paroles fort déconvenantes. Inconvenantes, je ne pourrais pas vous les chanter ici, mais entre 2 refrains, il réussit à marmonner Rome sur la grève. Puis il s'affala, il s'endormait dans un sommeil profond, éthylique, ponctué de ronflements à réveiller un mort. Mais les habitants avaient entendu la rumeur et voulaient savoir de quoi ils retournaient. Ils quittèrent leur maison, équipés de bolets, on ne sait jamais. Ils revinrent de la plage dans un état lamentablement hilare, aussitôt remplacés par d'autres curieux. Les épouses, voyant les hommes rentrer assis à la maison dans des états peu convenables, étaient fort décontenancées. Elles se réunirent en comité et décidèrent d'aller vérifier à la source la raison d'un tel chambardement. Elles revinrent chez elles encore plus rondes. Le médecin du village voulut vérifier la qualité sanitaire de la boisson.
Il se mélangea à ce qui était devenu une foule sur la plage, qui vénérait ce totem tonneau à sa façon, et il goûta un petit bouchon de rhum. Il regoutta. Il regoutta. Il regoutta. Il regoutta. Ce fameux breuvage, pour s'imprégner de ce fumet si corsé, et il affirma que c'était le meilleur, plus bon rhum qu'il avait jamais bu dans toute sa vie. Puis il s'arrêta net, il fit un tour sur lui-même, puis s'exécuta en faisant une petite galipette. Il se redressa et se mit à se frotter le torse avec une frénésie en riant. En riant. Puis il s'affala le nez dans le sable. De la ville voisine, les bourgeois qui avaient entendu parler de ce miracle s'étaient précipités avec des flacons de toutes les tailles pour les remplir de ce fameux rhum qui avait un goût et un parfum si particulier qu'on ne connaissait pas ici. Le recteur du canton voulut vérifier que ces ouailles ne couraient pas un risque. En effet, vu l'état lamentable dans lequel se traînaient ses fidèles, cette boisson qui les rendait si joyeux et les détournait des préoccupations du village, n'était-elle pas une entreprise du diable? Il est vrai qu'aller voir, c'était très impressionnant. Les femmes s'adonnaient à des gesticulations presque savantes avec les pieds, en se tirant l'auriculaire. Dit l'homme de Dieu, en regardant un détail du tonneau, une petite étiquette restée collée miraculeusement, mais fortement délavée. Il réussit à décrypter provenance de Museum de Historia Natural de México. Oui, le recteur était passionné de langue hispanique. Une direction de Muséum d'Histoire naturelle d'Amsterdam. On devait faire des sacres fiestas au Muséum d'Histoire naturelle d'Amsterdam. Ça se fête. Et il en but, à tel point qu'il a fallu le ramener au presbytère dans une brouette. À force d'être dû, le rhum tarit, mais les hommes et les femmes de la région ne voulaient pas en perdre une goutte. Et c'est ainsi qu'en faisant une grande fête, en chantant des chansons, en tournant autour du tonneau totem, ils se munirent de haches et de pioches pour défaire, déconstruire, détruire ce tonneau. Et ils découvrirent dans le fond du tonneau un singe qui avait été immergé dans le rhum pour sa conservation.
Bon ben voilà, vous avez vu votre comptable, Rosane Fournier, jeune homme.